Et bien c'est parti pour la deuxième partie de ce meet-up. Donc on va parler coding games. Alors, juste avant, j'ai un petit teaser pour remercier donc Appseed qui va sponsoriser les pizzas pour l'Oktoberfest. Donc venez nombreux. Et donc comme j'ai senti que vous étiez très fan de Fanny, sachez que vous pourrez la retrouver le 26 octobre à Saint-Pierre-des-Corps. La com officielle va venir, vous le verrez à la prochaine Oktoberfest, où notre boîte organise des petits trucs, escape game, des découvertes de boulot, etc. Donc n'hésitez pas, vous aurez les inscriptions à l'Oktoberfest très certainement. Et vous pourrez voir Fanny et peut-être moi. Alors, je vais vous parler du Spring Challenge 2023 proposé par Coding Game. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent codinggame.com? D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des challenges sur codinggame.com? Un petit peu? Ok, très bien. Et bah, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui connaissent et qui n'ont pas fait les derniers challenges, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, ça se passe sur le site codinggame.com. C'est un site, alors, je ne le connais pas trop à part, j'ai fait 2 challenges dessus, dont celui du printemps. Et c'est un site où en fait, vous pouvez améliorer vos compétences en algorithmie ou sur certains langages techniques sous forme de petits jeux ou de petits tests assez ludiques. Et donc, 2 à 4 fois par an, ils proposent un gros événement ouvert à tout le monde sur lequel, en fait, vous allez vous challenger votre algorithme contre les algorithmes d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Le dernier challenge, il a duré sur 10 jours, donc vous pouviez commencer le premier jour ou le dernier jour. Alors c'est un souci parce qu'en fait, il y a un système de ligue, et en fait, vous pouvez monter de ligue plusieurs fois par jour. Donc, si vous arrivez le dernier jour, il y a peu de chances que vous puissiez monter de la dernière ligue, enfin de la ligue la plus basse à la ligue des champions, qui est la meilleure, bien évidemment. Vous choisissez le langage de votre choix. Donc malheureusement, PHP, j'ai regardé, c'était la version 7.3. Je pense qu'ils ont eu peur de la puissance de PHP 8 et ils se sont dit, on va brider un peu parce que sinon ça va être trop facile pour eux. Mais sinon, vous avez la liste exhaustive à droite, donc il y a tout, du C, du Go, du Java, du PHP, Python, Ruby, Rust, enfin voilà, il y a vraiment la liste. Et c'est très rigolo de se battre contre d'autres technos, littéralement. Et donc, comme j'ai dit, ce sera votre algorithme contre l'algo des autres. Et certaines IA qui servent de boss. Alors, on va voir les règles. Ça va être un petit peu brouillon parce que ça l'est et c'est fait exprès, mais vous allez voir, vous allez tout comprendre avant la fin du talk. Donc la règle, vous avez une carte qui est répartie, qui est scindée en cellules, pardon, et sur cette carte, vous allez avoir une base, que vous voyez en bas à droite, avec des fourmis dessus. Donc là, par exemple, il y a 8 fourmis sur cette base-là. Les cartes sont générées de façon aléatoire, et en plus de la base, vous allez avoir des cellules où il y aura des cases cristaux, avec un certain nombre de cristaux. Il y a un nombre aléatoire de cases avec des cristaux, et il y a un nombre aléatoire de cristaux sur ces cases en elles-mêmes. Votre objectif, c'est simple, c'est d'avoir plus de cristaux que l'adversaire avant la fin de la partie. Donc soit du coup avoir plus de la moitié des cristaux de la carte, soit au bout de 100 tours, si les algorithmes sont trop peu performants ou si la carte est faite pour que ce ne soit pas possible, au bout de 100 tours, ça s'arrête et c'est celui qui a le plus de cristaux qui a gagné. Comment on fait pour récupérer des cristaux? C'est là toute la complexité et c'est là où je vais vous perdre. Donc en fait, vous ne dirigez pas directement vos fourmis, vous ne leur donnez pas des ordres directement en disant va ici. Ce que vous faites, c'est qu'en fait vous mettez des poids sur la carte et les fourmis vont se répartir de façon à respecter les poids que vous avez mis. Donc vous avez un exemple en haut à gauche. Donc on voit qu'il y a 2 cases avec 5 fourmis dessus et que donc l'exemple dit voilà, il y a un poids 2, un poids 1 et un poids 2. Et donc à chaque tour, les fourmis vont se déplacer d'une case et vont essayer de respecter tous les poids que vous avez donnés. Et donc on voit qu'au bout de 2 tours, ça donne la répartition 4 de 4, donc qui respecte le fait qu'il y a 2 cases qui devaient avoir 2 fois plus de fourmis que celles du milieu. Pour récolter des cristaux, on va se servir de ce principe-là, notamment en créant des chemins. Donc là, le jeu est assez généreux. Vous dites, voilà, je veux créer un chemin de fourmis de, par exemple, ma base à la case avec des cristaux que vous voyez au-dessus. Donc ça fait une chaîne de fourmis. Et quand vous avez une chaîne de fourmis de votre base à une case avec des cristaux, une chaîne ininterrompue, vous récoltez un nombre de cristaux égal à la case qui a le moins de fourmis. Donc c'est un peu compliqué, mais en gros ici, vous avez une case avec 10 fourmis, une avec 7 et une avec 4. Donc vous allez récupérer 4 fourmis, ça prend le plus petit, ce qui évite de faire des chaînes avec qu'une fourmi et en mettant 10 à chaque bout, ce qui serait un peu cheaté. Vous pouvez aussi, alors l'utilisation est un peu plus bizarre, poser un poids sur une seule case. Donc au lieu de créer toute une ligne de votre base à des cristaux ou de case à case, vous pouvez mettre sur une case un poids, 10 par exemple. Vous pouvez attendre si vous n'avez pas d'informations à donner et vous pouvez envoyer un message sur l'interface du jeu, donc soit pour troller les adversaires, soit pour vous donner des informations sur l'état de votre algorithme pendant une partie. Vous pouvez donner autant de commandes que vous voulez, mais il faut qu'il y en ait au moins une, sinon le jeu considère que votre algo a planté et vous perdez la partie.
Et il faut que les commandes soient fonctionnelles, il faut que vous ayez les bons paramètres et qu'ils respectent la spécification. Sinon, pareil, le jeu considère que vous avez perdu. Des contraintes supplémentaires, vous devez coder votre algo dans un seul fichier, donc pas d'import de framework, etc. Vous avez 100 millisecondes pour répondre par tour. C'est honnêtement largement suffisant. À un moment, j'ai eu peur, j'ai mis des timers, j'étais très loin des 100 millisecondes, donc là-dessus, ça va. Je pense que c'est plutôt pour éviter de faire des appels réseau ou de charger tout un framework en copiant-collant le code, ce qui sera un peu flippant, mais et voilà. Et les algos sont tenus secrets, donc vous voyez votre algo et vous ne connaissez pas l'algo des adversaires, ni l'algo des IA qui servent de boss pour monter de ligue en ligue. Ce sera peut-être plus simple en images. Ouais, pas vraiment en fait, mais vous inquiétez pas, car j'ai des vidéos pour vous. Alors, ce que vous allez voir, hop, je charge juste la chose. Alors, je crois que le plein écran, oh si, le plein écran marche. Donc voilà, donc là c'est une carte, donc c'est en bleu, ça va être l'algo que j'ai utilisé pour passer le premier niveau, et en rouge c'est l'IA de départ qui est fournie en démo, qui permet juste de regarder un petit peu comment ça se comporte. Et donc on va lancer la partie, tac. Donc, comme vous pouvez le voir, alors je ne sais pas si on voit très bien les couleurs, donc vous avez des cases qui sont coloriées d'une certaine couleur, donc avec des poids. Alors vous ne voyez pas les poids là parce qu'il faudrait que je passe la souris dessus et ce serait un peu le bazar. Mais en gros, ce qu'on peut voir, c'est que mon algo, il essaye d'aller chercher plusieurs ressources à la fois, plusieurs cases ressources à la fois, alors que l'algo du rouge, il va en chercher qu'une seule à la fois. Et ce qui fait que sur cette carte en particulier, l'algo de départ, de l'IA de départ, perd. Parce qu'il faut savoir que comme il y a plein de configurations différentes avec des fois très peu de cristaux, des fois beaucoup de cristaux, des petites cartes, des grandes cartes, un algo peut être très efficace contre un autre algo sur une carte particulière et complètement se faire retourner sur une autre partie. Hop. Ah, perdu. Non, c'est bon? C'est pas bon? Ok, il manque plus que le plein écran et ça serait parfait. Bon, on va rester comme ça, je ne vais pas casser le PC de Sébastien. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu comment ça fonctionne, vous vous demandez mais comment on fait en fait pour savoir ce qui se passe sur la carte et pour donner des ordres pertinents à nos fourmis. Donc pour ça, le jeu vous fournit des données d'entrée, donc des données au début de la partie, donc avant de commencer vraiment, qui vous donnent le nombre de cases qu'il y a sur la carte. Pour chaque case, ça vous donne les cases voisines. Donc en allant de proche en proche, vous pouvez reconstituer la carte un petit peu algorithmiquement parlant. Et vous avez accès aux quantités de ressources qu'il y a sur les cases, la liste des bases pour savoir où est située votre base et celle de l'adversaire. Et ensuite, pour chaque tour, pour chaque case, vous avez accès au nombre de ressources qui restent sur cette case, qui peut descendre à 0, et dans ce cas-là, il n'y a plus de cristaux, et du coup, ça devient une case neutre. Et vous avez accès au nombre de fourmis que vous avez sur cette case et que l'adversaire a sur cette case. Et donc, on va jeter un coup d'œil au code. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du code. Il est à prendre avec des très grosses pincettes parce qu'il a été fait dans un cadre de coding challenge. Donc, il y a plein de choses qui vont vous horrifier et faire hérisser les poils, bien évidemment. Mais c'est aussi un exercice très intéressant que je vous invite à faire parce que vous avez des choix à faire. Vous n'avez pas le temps de faire une conception de fou. Vous n'avez pas forcément le temps de faire c'était Madame VSM. Vous n'avez pas le temps forcément de faire tout ça, et donc il faut faire des choix. Juste une question. Oui. Du coup, tu as ton code de départ et il ne change jamais. Tu ne peux pas le reprogrammer. Si. Ah, bien sûr que si. Et on va voir ça juste après. Ça va être la suite. On va voir un patron, des patrons, notamment le patron stratégie. Je vous invite à aller, si vous ne connaissez pas, sur le site Refactoring Guru. Je crois que c'est Sébastien qui me l'avait fourni, sur lequel, en fait, pour tous les langages, vous avez des exemples concrets d'implémentation des différents patrons. Et il y a des exemples qui sont très sympas pour vous parler de la théorie des patrons et tout ça. Donc je vous conseille ce site-là. Il est disponible en plusieurs langages, donc c'est vraiment cool. Et donc on va sauter dans le code. Oh, j'ai un PHP Storm et tout. Hop là. Est-ce que c'est assez clair ou est-ce qu'il faut que je grossisse un petit peu? C'est très bien. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le code fourni par le jeu. Quand vous ouvrez l'éditeur de code sur le site, il vous donne cet algorithme-là qui sert notamment à vous expliquer comment vous pouvez récupérer les informations. Donc là, les informations, elles sont récupérées avec un fscanf sur stdin. Alors je ne savais pas que ça se faisait, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc on a tout ce que je vous ai dit. Au début, ça va récupérer les informations sur toutes les cellules et ça va aller chercher les ressources, les voisines, etc. Ensuite, ça vous donne des informations sur les bases.
Et après, vous avez le while true qui est la boucle de jeu. Donc pourquoi un while true? C'est qu'en fait, avant de lancer les algorithmes les uns contre les autres, le jeu ne peut pas savoir à l'avance combien de tours va durer la partie, puisque ça dépend des algorithmes, de la configuration de la carte. Donc il y a un while true, et c'est le jeu qui décide d'arrêter les scripts quand la partie est terminée. Vous n'avez pas à vous en occuper. Et donc à chaque tour de jeu, donc c'est là où il faut répondre en moins de 100 millisecondes, pour chacune des cellules, on va pouvoir récupérer les ressources, les fourmis qu'on a mis dessus et les fourmis de l'adversaire. Et enfin, pour envoyer ces commandes, c'est par echo en PHP, et donc vous pouvez chaîner plein de commandes, et vous voyez, il y a les commandes de line pour faire donc les chaînes notamment, beacon c'est pour poser un poids sur une seule case, et message c'est pour envoyer des messages dans l'interface du jeu. Donc en partant de ça, hop, alors il faut juste que je retrouve comment on zoome, dans l'autre sens. C'est juste, ça marche pas avec le hand gesture, sinon c'est CTRL SHIFT plus peut-être. Non, CTRL plus. Merci. Plus vite. Ouais. Ça marche CTRL. Ah, parfait. Merci Sébastien. Voilà. Donc on va parcourir juste 2-3 choses. Donc ça c'est le code que vous avez vu s'exécuter tout à l'heure contre l'IA de départ. J'ai donc créé quelques classes pour organiser un petit peu les choses. Donc la classe cellule, j'ai une classe carte qui regroupe le tableau de cellules et puis quelques fonctions qui me permettent de faire des choses sur la carte. Et on voit apparaître le premier algorithme qui s'appelle Roam, qui était censé, pour chaque cellule intéressante, calculer la distance de la cellule à ma base. Finalement, en commençant à développer l'algorithme, je me suis rendu compte que détecter simplement les cellules qui avaient des ressources qui étaient juxtaposées à votre base, c'était déjà bien suffisant pour passer le niveau 1. En fait, ça battait la plupart des algorithmes, donc je n'ai pas poussé plus loin pour passer le premier niveau, et on va voir pourquoi. Et donc finalement, ce code, il fait quoi? Il regarde pour une cellule ses voisines, s'il y a la base, il retourne 1, sinon il retourne 999. Vous allez voir à quoi ça sert juste après. J'ai une petite classe utilitaire commande qui me permet plus simplement de, voilà, si j'ai besoin d'envoyer une commande, ça me génère le texte automatiquement. Et à la fin, j'ai juste à appeler la fonction send. Voilà, c'est juste un petit utilitaire sympa. Et il a un truc cool qui m'a bien servi, c'est qu'il regarde si j'ai demandé de faire au moins une commande, parce que j'ai eu des cas où mes if et mes else, ça ne marchait pas. Et en fait, à la fin, j'envoyais rien, et du coup, je perdais les parties dans certaines configurations. Donc, ça me permet en plus de faire attention à envoyer au moins attendre s'il y a un tour un peu bizarre. Et donc, on va arriver, hop, donc là, c'est l'initialisation. Donc, je crée des cellules à chaque fois qu'il y a une cellule, on a des infos sur une cellule. Ensuite, c'est les bases, donc là, pas trop de choses. Je lance mon petit truc qui va me calculer les cellules juxtaposées. Et on passe à la boucle du jeu. Et donc, à ce stade, c'est très simple. En gros, j'ai deux types de cellules. J'ai les cellules dites VIP et puis les autres. Et ce que je vais faire, c'est que si jamais, alors je stocke mes VIP, si j'ai un VIP, je vais mettre un poids fort de 5 sur la cellule. Alors pourquoi 5? Ne me demandez pas, c'est ce qui marchait le mieux. Et les autres cellules, ça va faire donc des chaînes, et du coup là je mets un poids 1, donc elles seront moins prioritaires. Et après, voilà, une fois que j'ai fait toutes mes commandes, hop, j'envoie mon truc, et ça suffit pour passer le niveau 1. Et donc, qu'est-ce qu'il y a après le niveau 1? Le niveau 2, merci. Et là, petite surprise, en fait, au niveau 2, il y a des nouvelles règles. J'ai eu 10 chaussettes. Il y a des nouvelles règles. Et c'est pire que ça, c'est qu'en fait, à chacun des niveaux que vous allez passer, il y a d'autres règles qui vont s'ajouter. Donc au niveau 2, on a l'apparition de cases E, qui se récoltent de la même manière que les cases cristaux, et sauf qu'au lieu de vous donner des points, ça vous donne des fourmis supplémentaires pour le tour d'après. Donc il faut prendre en compte un deuxième type de ressources. Niveau 3, vous avez des cartes qui peuvent aller jusqu'à 100 cellules. Donc là, ça pose la question, est-ce que je m'embête à faire une chaîne de ma base à 50 cellules plus loin? Est-ce que ça a toujours un intérêt? Vous pouvez avoir une ou deux bases, et l'adversaire aussi. Ah oui, j'ai oublié de le dire, toutes les cartes sont en miroir pour éviter qu'il y ait du favoritisme sur le placement des ressources. Donc si vous avez une base, l'adversaire a une base. Si vous avez deux bases, il a deux bases. Et au niveau 4, vous pouvez empêcher la collecte de l'adversaire, donc en envoyant, donc il va faire une chaîne de fourmis, et si sur un des maillons de sa chaîne, vous mettez plus de fourmis que lui sur une case, en fait ça brise sa chaîne et il ne collectera rien. Et vous avez accès au score, le vôtre et celui de l'adversaire, et c'est pratique notamment pour savoir si vous êtes en train de vous faire bloquer toutes vos chaînes, c'est-à-dire vous voyez que votre score évolue pas, ce qui n'est pas normal, donc vous pouvez vous dire « Ah, je vais peut-être changer de stratégie parce que je suis censé avoir des cristaux et là j'en ai pas ». Et donc ça donne quoi? Ça donne ça. Donc ici, hop là, je mets en plein écran. Donc vous avez mon algo
qui a permis de passer le niveau 2 face à l'algo qui permet de passer le niveau 1. Et l'algo qui permet de passer le niveau 2, c'est prendre en compte les cases œufs, et il trouve un intérêt plus intéressant que ce que trouve que l'algo pour le niveau 1. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'au début, c'est rigolo, parce que c'est l'algo V1 qui a plus de cristaux au début, parce que en fait, il s'en fiche un peu des œufs, et vous avez le compteur de fourmis qui est en haut à gauche, là, on a 44 ou 51 et 25, c'est les compteurs de fourmis. Et donc, en fait, on voit qu'au bout d'un moment, le bleu, à force d'avoir accumulé plein de fourmis, au bout d'un moment, il va se concentrer sur les cases cristaux, et finalement, ça va faire effet boule de neige, et il va récolter de plus en plus de cristaux, et ce qui va lui permettre de gagner la victoire. Donc, sur une carte un petit peu grande, avec beaucoup de cristaux récupérés et des fourmis à récupérer, cet algo est très efficace. Sur une carte où il y aurait des cellules fourmis, des cellules œufs très éloignées, avec peu de fourmis et qui ait peu de cristaux à récupérer, en fait, cet algo-là ne fonctionnerait pas parce qu'il perdrait en vitesse. En fait, la partie serait finie avant qu'il ait pu accumuler assez de fourmis. Et dernière chose à vous montrer là-dessus, c'est que vous pouvez voir... Ah, j'ai fait espace, j'aurais pas dû... Ah, non. C'est que vous pouvez voir en haut à gauche, hop là, vous voyez, il y a marqué low on end. Donc là, en fait, c'est moi qui ai envoyé un message au jeu pour afficher la stratégie que je suis en train d'appliquer. On va voir comment ça marche juste après. Et donc là, il a une stratégie qui lui dit, en gros, si tu n'as pas assez de fourmis, concentre-toi pour récupérer des fourmis. Et ensuite, on voit qu'il bascule sur la default stratégie. Et je crois qu'il va y rester jusqu'au bout, oui, et puis jusqu'à ce qu'il gagne. Hop là. Et là, hop, on va jeter un coup d'œil sur ce que ça donne. Alors, c'est le 3, c'est pas le 2. Hop là. Donc ça, c'est l'algo que vous venez de voir, que j'ai appelé algo V3. Donc on a toujours nos classes qui commencent à s'étoffer un petit peu. On voit l'apparition de plein de fonctions. La map, c'est pareil, il y a plein de trucs. Donc vous voyez, il y a même des trucs que j'ai mis et qu'en fait, je ne me sers pas. Et on va commencer à avoir les premiers problèmes. C'est ce genre d'algo. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de commentaire, et c'est un truc qui fait un array filter, un uSort, un forEach et un array slice. Si quelqu'un en 10 secondes ou 30 secondes arrive à me dire exactement ce qu'il fait, j'ai besoin de lui parce que moi, il me fallait plus de temps pendant l'event pour comprendre ce qu'il faisait. C'est quelque chose qui va se complexifier sur la fonction search, donc qui était anciennement la fonction roam, qui est censée calculer toutes les distances. Donc là, c'est bien une fonction qui va calculer toutes les distances pour toutes les cellules, sauf que sa complexité a évolué de façon catastrophique, puisque maintenant, il y a un while avec un forEach dedans, qui lui-même a un forEach qui fait des trucs. Ensuite, on refait des forEach, et puis... donc l'algo fonctionne. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans cet algo, mais il a fini par fonctionner, et j'en suis arrivé là parce qu'en fait, avec l'évolution des règles et puis le fait d'essayer son algo contre les autres, on se dit tiens, il faudrait que j'essaye d'incorporer ça dans l'algo, incorporer ça. Et là, vous avez le fameux dilemme, est-ce que je réécris tout ou est-ce que j'essaye de traficoter un petit peu l'algorithme pour essayer de le faire passer, sachant qu'au niveau d'après, il y aura d'autres règles, et est-ce que le temps que vous allez perdre à refaire votre algorithme est pertinent par rapport aux nouvelles règles qui vont peut-être rendre votre algo complètement obsolète. Donc ça, c'est le côté un peu compliqué du challenge. Voilà, donc toujours plus d'algorithmes compliqués avec des uSort partout. Et là, on arrive aux stratégies. Alors, je vais juste partir à l'envers. Je vais vous montrer dans le code comment ça s'appelle. Hop là, il est tout en bas, voilà. Alors, le patron stratégie, littéralement. Donc, comment c'est venu? En fait, je me suis dit... Il y a des situations où je n'ai pas envie de réagir pareil. Typiquement, au début de la partie, si je n'ai pas beaucoup de fourmis, je me dis que ce sera intéressant d'avoir plus de fourmis parce que dans le long terme, ça peut me servir. Donc c'est pour ça que je me suis dit il faudrait un truc du genre le low on end stratégie qui se déclenche si j'ai moins de 20 fourmis. Après, je me suis dit, il y a aussi la fin de partie. En fin de partie, on s'en fiche un peu des fourmis. Ce qui est important, c'est d'aller chercher les derniers cristaux qui restent avant de perdre. Et donc, j'ai intelligemment nommé la rush B stratégie, qui se déclenchait suivant un calcul savant de s'il y a moins de cristaux que 2 fois mes fourmis. Je ne sais plus pourquoi, mais voilà, c'était la stratégie. Et ensuite, vous avez la stratégie de base qui s'exécute si aucune des autres conditions n'est réalisée. Comment ça a fait pour fonctionner, comment fonctionne ce patron? En fait, il sert quand vous avez différentes solutions à un même problème, en gros. Et pour que ça marche, il faut que vos solutions prennent en entrée les mêmes informations et qu'elles vous sortent les mêmes choses. Et ici, en fait, on va aller voir tout de suite. Enfin, vous voyez un petit peu en spoil ici. Hop. J'ai une classe abstraite, alors qui pourrait être une interface aussi, c'est un peu pareil dans ce cas-là, qui va dire si vous voulez faire une stratégie, enfin si je veux faire une stratégie, j'ai une condition, c'est qu'il me faut une fonction qui va s'appeler exécuter, qui prend en entrée
les données de la carte et qui va ressortir, enfin qui va générer une commande. Alors il y a plusieurs façons de faire, mais moi là c'est dans le rush du code du coding game, c'est comme ça que je l'ai fait. Et donc avec cette astuce, enfin cette façon de concevoir les choses, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez dans vos algorithmes à partir du moment où vous ressortez une commande qui va s'exécuter. Et ça vous permet donc, dans votre code, sans savoir comment va être la partie, d'avoir différentes stratégies qui vont s'appliquer suivant les conditions. Donc voilà une espèce d'implication, enfin même une application du patron stratégie au sens littéral du terme, puisqu'il va vraiment définir la stratégie que va utiliser mon algorithme. Et donc voilà, une fois qu'on a fait stratégie execute, on a donc notre commande qui est remplie et on n'a plus qu'à l'envoyer. Donc le bloc de code, alors je l'ai juste mis, c'était plus pour résumer un petit peu ce que je viens de vous montrer. En fait, le bloc de code, littéralement, c'est le code gonflé. Alors c'est un petit peu différent du code spaghetti. Le code spaghetti, c'est celui où vous avez des goto et des sauts de fonctions dans des fonctions dans des fonctions et vous ne savez plus où vous en êtes. Le bloc de code, c'est plutôt, pour moi, un code qui va regorger d'informations et qui fait que ça va être compliqué de s'y retrouver, compliqué de comprendre ce que l'algorithme est en train de faire. Donc ça se traduit par des fonctions trop longues, des fonctions pas commentées, des nommages peu pertinents. Et c'est ce qui m'est arrivé dans le cadre de cet exercice où j'ai dû beaucoup réécrire le code sans prendre le temps de poser une conception. Ce qui donne beaucoup de refontes partielles, des algorithmes complexes, de la duplication de code notamment dans les stratégies, et des paramètres des algos pas simples à rendre cohérents, donc, qui s'appellent des magic numbers. En gros, il y a des fois, vous voyez, par exemple, mon patron, pour appliquer mon low and end stratégie, j'ai dit c'est quand j'ai 20 fourmis. Pourquoi 20 ? Je ne sais pas, c'est l'humeur du moment. Après les tests empiriques, j'en suis arrivé là, mais du coup, j'ai plein de chiffres comme ça qui traînent où je ne sais plus pourquoi je les ai choisis et je suis sans cesse en train de revenir dessus. Et des fois, c'est pertinent, des fois, ça l'est moins. Hop, on va finir avec... il me reste 2 algos à vous montrer, puis après, ce sera bon. Donc ici, hop, vous avez donc l'algo qui m'a permis de passer le niveau 3 contre l'algo qui a permis de passer le niveau 2. Et comme vous pouvez le voir, chacun des joueurs possède 2 bases. Et la différence entre les 2 algos, enfin une des différences majeures, c'est que l'algo bleu, il sait gérer le fait d'avoir plusieurs bases, et donc il sait, j'ai déjà oublié, VSM, il sait rapprocher ses chaînes de production de façon pertinente pour avoir des chaînes plus courtes et non plus grosses, alors que le rouge, comme vous allez le voir, lui, en fait, il ne gère qu'une seule base et du coup, il concentre tout autour de la même base et du coup, il fait des chaînes plus longues où il en fait moins et il perd en efficacité par rapport à l'autre qui va exploiter vraiment toute la carte. Voilà pour celui-là. Alors, je vous montre tout de suite la version finale. Est-ce qu'on a à l'avance la condition de victoire à chaque fois ou est-ce que c'est Alors, des informations disponibles? En fait, non. Tu peux le déduire, par exemple, tu peux compter, comme tu parcours toutes les cellules, tu peux avoir le cumul du nombre de cristaux sur la carte et tu peux savoir, par exemple, que, je sais pas, là, il faut 120 cristaux. Enfin, 120 cristaux, c'est la moitié. Donc, si tu en as 121, tu sais que tu as gagné. Donc, si tu as des parties avec 20 cristaux, tu sais que ça va être une partie très courte. Et si tu as des parties avec 700 cristaux, tu sais que ça va durer plus longtemps. Donc, c'est quelque chose que tu peux prendre en compte dans ton algorithme en fonction des données de départ de la partie, choisir d'appliquer une stratégie plus ou moins agressive. Et là, hop, il va y avoir un truc assez intéressant. Donc, mon dernier algo qui n'a pas tant de modifications que ça par rapport à l'algo d'avant, mais on va voir qu'il va quand même gagner pour une raison qui est assez rigolote. Donc, les 2 algos au début essayent de récupérer suffisamment de fourmis, enfin plus de fourmis pour être plus efficace. Et ce qui se passe, c'est que l'algo rouge est trop agressif, il va trop se répartir pour essayer d'avoir toutes les fourmis de la carte. Et du coup, ces chaînes vont être cassées par... Alors, je vais revenir juste en arrière. Hop là. Voilà. Ah non, il ne faut pas que je fasse espace, désolé. Ah, c'est pas mon PC, c'est pour ça. C'est un Linux, il sent que j'ai peur. Hop là. Donc en fait, on voit, on va prendre juste ici, on voit qu'ici le bleu a des chaînes avec 2 fourmis pour aller récupérer les ressources, alors que le rouge a des chaînes avec qu'une seule fourmi. Et sur ce niveau de jeu, ça fait que le rouge ne récupérera pas de fourmis sur cette chaîne-là. Donc en fait, toutes ces fourmis-là ne servent à rien, alors que le bleu est en train de se gaver de ressources. Et la deuxième chose très intéressante, c'est qu'à la fin, vous allez voir, hop, voilà, ici, vous voyez que toutes les fourmis rouges retournent à leur base. Et ça, c'est rigolo parce qu'en fait, il est resté bloqué en low on end parce qu'il a une limite, un magic number qui lui dit si tu as moins de 40 fourmis, il faut que tu ailles chercher des fourmis et pas des cristaux. Et là, il s'avère qu'il n'y a plus de fourmis sur la carte et qu'il n'en a pas 40. Donc du coup, l'algorithme dit je veux des fourmis mais il n'y en a plus, j'attends quoi.
Et donc, il s'est bloqué tout seul, chose que ne fait pas la nouvelle version de l'algorithme. Ouais. Je vérifie juste qu'il n'y avait pas une slide que j'aurais ratée. Oui, c'est bon. J'ai mis quelques... non, pardon, excusez-moi. Il faut juste que je vous montre une dernière chose. Hop. Dans le code. Donc pareil, là, le code a grossi, on a plein de classes, plein de fonctions, c'est illisible. Et c'est à la fin, il y a quelque chose d'assez cool. Voilà. Maintenant que j'ai plusieurs bases, et ben en fait, c'est pas simplement, je ne vais pas avoir simplement une stratégie qui va s'appliquer. En fait, je vais avoir une stratégie qui va s'appliquer par base. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas prévu à la base et qui a bien fonctionné en fait grâce au low end stratégie, enfin grâce au patron stratégie. Et du coup, maintenant, au lieu d'appliquer une stratégie, ben, en fait, j'ai un tableau de stratégie sur lequel je vais aller itérer et que je vais aller exécuter et qui va me générer mes commandes. Donc ça, c'est un truc qui était assez cool à développer et qui s'est assez bien goupillé dans tout ce que j'avais prévu, alors qu'à la base, je ne pensais pas que j'allais devoir faire ce genre de choses. Et là, vous pouvez voir que, alors visiblement, la RushB stratégie n'était plus efficace à ce niveau de jeu, ou en tout cas, n'était plus assez performante, et que là, j'ai un truc qui, du coup, ne dépend pas de la base en cours, mais simplement du nombre de bases que j'ai pour savoir si j'ai besoin de fourmis ou pas. Donc en fait, là, même si potentiellement je pourrais avoir une stratégie différente appliquée par base, ce qui va se passer, c'est que chaque base va appliquer sa stratégie, mais dans les faits, ça va être la même stratégie. Donc là, il y a encore une amélioration à faire, mais bon, dans la limite du temps et de la vie personnelle, et ben voilà. On fait ce qu'on peut. J'ai mis des petites stats pour vous vous rendiez compte de l'évolution un petit peu du projet, enfin des différents algorithmes. Donc voilà, on voit que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau 2, j'ai vraiment fait du gros développement pour vraiment affiner mon algorithme. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, même si j'ai plus de classes, plus de fonctions, c'est là qu'on voit que la taille de la fonction la plus longue a explosé, où on est passé de 20 à 85. Donc c'est là où les algos ont commencé à se complexifier et à devenir absolument illisibles. Et puis à la fin, voilà, j'ai 800 lignes de code, 850 lignes de code. Alors ça compte les sauts de ligne et les commentaires, donc c'est pas un chiffre ultra pertinent, mais voilà, ça permet d'avoir un peu une petite idée de ce qui s'est passé. Conclusion, est-ce que c'était bien? Oui. C'était très fun de voir ces petites fourmis bouger, de voir son algorithme se planter et se replier sur lui-même alors que vous étiez à 3 cristaux de la victoire. Le point négatif, je mettrais, c'est l'IDE qui n'est pas ouf pour PHP. Il a un petit peu d'autocomplétion, mais c'est vraiment pas agréable à utiliser. Vous n'avez pas de génération de code, tout ça, donc c'est vraiment pas cool. Et la question de pourquoi pas en local, je peux y répondre parce que j'en ai besoin pour faire ce meet-up. En fait, vous avez le code source du jeu qui fait tourner les algos les uns contre les autres, disponible en open source. Sauf que le README, c'est littéralement ce projet existe. Et du coup, là, vous devez choisir, bon, est-ce que je prends le temps de regarder comment ça fonctionne, sachant que c'est du Java plus du React en front. Donc, est-ce que vous perdez le temps à essayer d'installer la stack en local, sachant que vous ne savez même pas si le code va bien tourner ou s'il ne faut pas des configurations ou des trucs de ouf, ou est-ce que vous vous contentez de l'éditeur en ligne, et je me suis contenté de l'éditeur en ligne. Mais sinon, c'est comme ça que j'ai fait rejouer mes vidéos et pour faire jouer mes algos les uns contre les autres. J'ai installé en local un JRE et puis du NPM. Et ça tourne. C'est pas parfait parce qu'on est censé pouvoir faire comme en ligne, c'est-à-dire que vous avez une pool de, je sais pas, 20 joueurs en fait. Donc votre algo va combattre plusieurs fois contre 20 algos différents sur des cartes différentes. Donc on peut faire ce système-là. C'est prévu dans le code, mais ça marche pas. C'est un peu bizarre. Donc j'ai bien fait de ne pas trop perdre de temps en essayant de l'installer pendant le challenge. Et donc oui, je vous conseille de faire ce genre d'exercice, c'est-à-dire vous n'avez pas forcément des règles que vous vous imposez vous-même, mais c'est quelqu'un d'autre qui vous donne les règles et qui potentiellement elles évoluent du jour au lendemain, et vous mettez une contrainte de temps et vous regardez un peu les moments où vous vous dites bon là il faut que je prenne le temps de bien faire ça, là il faut aller vite, tant pis on verra plus tard. Donc ça permet de voir les limites du code écrit rapidement et puis d'appliquer quelques patrons par-ci par-là pour s'amuser. Et donc, classement global, je suis très content de moi, 721e, et je crois que je suis dans les 20 meilleurs qu'on fait PHP, mais on était 110, je crois, en PHP. Et donc, Ligue Argent, donc vous avez, dans l'ordre, c'est débutant 1, débutant 2, bronze, argent, or et champion. Donc, c'est à peu près au milieu. Voilà.
C'est pas beaucoup, en fait. Ouais. Enfin, c'est beaucoup, en fait. C'est beaucoup. beaucoup, En mais fait, ça ouais. veut dire qu'on peut pas non plus y aller comme une brute, se dire tiens, c'est quoi, je vais faire un moteur d'inférence, je vais faire Et de la bah, compétition tout entre des dépend. algos, vraiment dans un truc performant en termes de temps d'exécution, quoi. Bah, en fait, c'est pas tant un problème que ça, parce que mon algo pour calculer les distances, c'est une version de Dijkstra ou ce genre d'algorithme, mais vraiment fait un peu à la maison, quoi. Pas optimisé, rien du tout, et j'avais vraiment largement le temps. Bah, en fait, en plus, oui, pardon, j'ai dit 100 millisecondes. Plus précisément, vous avez 1 seconde pour l'initialisation et le premier tour, et ensuite, pour chaque prochain tour, vous avez 100 millisecondes. Donc en fait, vous avez plus de temps pour vous initialiser correctement, et ensuite, par contre, c'est 100 millisecondes. Et en fait, 100 millisecondes, même pour des cartes très grandes, ça répond. Enfin, à partir du moment où on recalcule pas toute la carte à chaque fois, ou qu'on fait pas d'appel réseau, bah, ça suffit bien largement. Leur machine sont assez performantes. Et on est en PHP 7.3. On n'est même pas en PHP 8. Voilà, donc n'hésitez pas. Malheureusement, je crois que le dernier challenge, il vient de se finir. Ça devait être du 12 au 16 septembre, je crois. Mais donc, n'hésitez pas à faire des tours de temps en temps sur Coding Games. Bah alors, ils font 2 à 4 challenges par an. Tiens, t'as de l'internet Hop là. Coding Games. Ouais, challenge. Je pense que je vais tomber dessus. Ouais, c'est celui-là. Ah parfait, ça va être les événements directs, voilà. Donc là, vous voyez les événements qu'ils ont déjà fait. Donc là, moi, je vous ai parlé de celui-là. Il y a longtemps, j'avais fait... je ne sais plus où il est, mais j'en avais fait un autre. Je ne sais pas c'est lequel. Donc comme on peut voir, ça dépend des années. Des fois, ils en font 2, des fois, ils en font 4. Ils ont l'air bien partis pour en faire 4. Ah bah, il y a le... J'imagine que tu ne peux pas les rejouer dans le temps imparti, mais tu peux quand même rejouer. Alors, donc là, c'est pas mon compte, mais ce que tu peux faire, c'est tu peux réaccéder à ton algorithme, et par contre, tu ne peux pas rejouer. Enfin, tu es obligé d'installer le projet en local si tu veux refaire tester des algorithmes les uns contre les autres. Parce que comme eux, ça doit leur coûter des machines dans le cloud, etc. Ils ferment une fois qu'il n'y a plus rien. Et donc, pour ceux qui veulent, voilà, vous pouvez classer votre entreprise ou votre école. Hein, le CEFI n'attend que vous pour vous placer en tête du top 10. Donc voilà, n'hésitez pas, Coding Game. Après, je sais qu'on peut s'entraîner dessus, mais j'ai pas fait beaucoup d'exercices et c'était il y a très longtemps, donc je sais pas ce que ça donne. Mais les challenges sont cool.